Il existe, dans les relations amoureuses, un paradoxe assez troublant. Il arrive qu'une personne prenne davantage de place dans notre esprit, précisément au moment où elle nous échappe. J'imagine, ça nous est tous arrivé, j'ai moi-même eu plusieurs expériences de ce type, beaucoup d'expériences également qui m'ont été amenées par des amis, et à chaque fois on remarque que tant que cette personne est disponible, présente ou attentive, etc., elle peut évidemment susciter de l'intérêt, de l'affection ou du désir sans nécessairement provoquer d'obsession particulière. Mais j'ai toujours remarqué que quand cette personne commence à s'éloigner, physiquement, ou que même étant toujours là, elle manifeste une forme d'indifférence, qu'elle préfère peut-être quelqu'un d'autre ou qu'elle nous signifie simplement qu'elle ne souhaite pas de relation, et bien cette même personne peut soudainement acquérir une importance disproportionnée. On se met à penser davantage à il ou elle, à réinterpréter les conversations passées, à chercher une explication dans chaque détail, et parfois jusqu'à reconstruire mentalement une relation qui, dans les faits, n'a presque jamais existé. Et ce phénomène, il peut sembler contradictoire. Si l'on envisage le désir comme une réponse rationnelle aux possibilités qui s'offrent à nous, le rejet devrait normalement diminuer l'investissement. Si une personne me dit qu'elle ne souhaite pas de relation avec moi, l'information devrait me conduire à réorienter mon attention vers quelqu'un qui manifeste au contraire de la réciprocité. Pourtant non. L'expérience humaine montre que ce raisonnement est loin d'être toujours suivi. Dans certains cas, l'impossibilité de la relation ne détruit pas le désir. En règle générale, ça semble même au contraire l'alimenter. Et donc on va tout de suite immédiatement éviter une simplification. On ne désire pas systématiquement les personnes qui nous rejettent. Et la réciprocité reste évidemment un élément majeur de l'attraction amoureuse. Être aimé, apprécié, désiré, reconnu est généralement plus favorable à la naissance d'une relation qu'être méprisé ou ignoré. Le vieux conseil, consistant à expliquer qu'il faudrait se montrer froid, distant, inaccessible pour rendre quelqu'un amoureux, repose sur une compréhension assez partielle des mécanismes psychologiques. L'idée du « suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis », en gros. Ce qui est intéressant en revanche, c'est de comprendre pourquoi dans certaines circonstances, l'indisponibilité, l'incertitude et même le rejet lui-même peuvent augmenter non pas nécessairement l'amour que nous éprouvons, mais plutôt l'intensité avec laquelle nous voulons obtenir quelqu'un. Et cette distinction entre aimer et vouloir est absolument essentielle. Puisqu'une personne peut occuper énormément notre esprit sans être particulièrement compatible avec nous. On peut déployer une énergie considérable pour la conquérir sans que cette énergie constitue une mesure fiable de la qualité de la relation que nous aurions avec elle. Il faut donc commencer par distinguer l'attachement, le désir, l'obsession, le besoin de reconnaissance et l'amour. Alors même que l'expérience subjective tend constamment à les confondre. Tout d'abord, pour commencer ce module, on va commencer par l'incertitude. Et pour marquer l'incertitude, on va imaginer deux situations très simples. Dans la première situation, vous rencontrez quelqu'un lors d'une soirée, la conversation est agréable, vous échangez les coordonnées, que ce soit les réseaux sociaux ou le numéro de téléphone, j'en sais rien. Et le lendemain, il y a cette personne qui vous écrit, de manière totalement spontanée, pour vous dire qu'elle a passé un beau moment et souhaite vous revoir. La situation est agréable, et puis surtout, la personne en face est très claire. Vous savez à peu près, approximativement, où vous en êtes. Dans la deuxième situation, la seconde situation, la soirée c'est exactement la même. Vous écrivez le lendemain, mais vous n'avez aucune réponse. Il y a les heures qui passent, la journée, vous êtes
en train de regarder, ah non, cette personne ne m'a toujours rien répondu. 2 heures après, tiens, a-t-il répondu? Non. Était-il connecté? A-t-il vu? A-t-il machin? Là, on commence à chercher si la personne s'est connectée sur les réseaux sociaux ou qu'elle a vu le message. Auquel cas, on peut commencer à se demander pourquoi cette personne ne répond pas. On repense à la soirée, on refait tout ce qu'on a dit, ce qu'elle a dit, l'intonation employée de telle ou telle phrase, la manière dont la personne, vous a regardé au moment de partir. Peut-être n'était-elle pas intéressée, peut-être que sur le moment je n'ai pas fait attention au regard, à la façon dont elle m'a dit au revoir, peut-être est-ce qu'elle attend volontairement quelque chose de moi avant de répondre, peut-être j'ai mal interprété la soirée. Donc dans la première situation, on a une relation potentielle, dans la seconde, vous avez également un problème à résoudre. Et l'esprit humain, il a une remarquable tendance à s'accrocher aux problèmes non résolus, en fait. On a plusieurs travaux expérimentaux sur l'incertitude dans l'attraction qui ont montré que ne pas savoir précisément ce qu'une autre personne pense de nous peut accroître la quantité de temps que nous passons à penser à elle. Et ce résultat, il est particulièrement intéressant parce qu'il suggère un mécanisme circulaire. Nous pensons davantage à quelqu'un parce que son attitude est incertaine. Mais le fait de penser constamment à cette personne peut augmenter sa présence subjective et donc l'importance que nous lui attribuons. Et puis on peut généralement également interpréter le phénomène dans l'autre sens. On se dit, si je pense autant à elle, c'est qu'elle doit être très importante pour moi. Alors qu'en fait, il est possible qu'elle soit devenue importante précisément parce que la situation nous oblige à penser constamment à elle. C'est un mécanisme particulièrement efficace dans les relations ambiguës, puisque quelqu'un qui manifeste énormément d'intérêt pendant quelques jours, puis qui disparaît, puis revient donner de l'attention, puis de nouveau s'éloigne encore, ça produit une situation psychologiquement beaucoup plus captatrice qu'une personne dont le comportement est parfaitement prévisible. C'est-à-dire que le non clair, il peut être douloureux, mais il ferme au moins une possibilité, alors que comme la séduction, ça a toujours été le jeu du peut-être, ce peut-être laisse constamment la porte entrouverte et oblige l'esprit à revenir vérifier si quelque chose a changé. Et donc c'est pourquoi certaines relations, très courtes ou même inachevées, peuvent devenir extraordinairement envahissantes. Ce qui occupe l'esprit n'est plus simplement une personne réelle, mais une question qui n'a jamais trouvé de réponse. En deuxième lieu, je me suis dit que j'allais vous parler d'idéalisation. C'est-à-dire quand l'absence protège l'objet du réel. C'est en général le second phénomène et c'est pour cette raison que j'ai choisi de vous en parler en deuxième position. Plus nous connaissons mal quelqu'un, plus on dispose d'espace pour l'imaginer. C'est-à-dire qu'une relation réelle détruit nécessairement une partie du fantasme. Lorsqu'on vit avec quelqu'un, on découvre ses habitudes, ses contradictions, ses défauts, ses petites médiocrités quotidiennes. Et donc finalement, à travers ça, l'autre cesse progressivement d'être une idée pour devenir une personne réelle. Et cette évolution, elle est indispensable à la formation d'un amour adulte. Mais elle a aussi une conséquence. C'est qu'elle réduit l'espace disponible pour l'idéalisation. Alors qu'au contraire, la personne inaccessible bénéficie d'un privilège extraordinaire. Elle peut demeurer presque parfaite, parce qu'elle n'a jamais eu l'occasion de nous décevoir suffisamment. Et donc on peut ainsi connaître quelqu'un pendant quelques semaines et construire ensuite pendant plusieurs années une représentation mentale de cette personne beaucoup plus riche que l'ensemble des expériences réellement vécues avec elle. L'esprit finalement complète ce qu'il ignore. Il imagine les conversations qui auraient pu avoir lieu, la relation qui aurait pu se construire, les voyages qui auraient pu être faits, la personnalité que l'autre aurait révélée dans l'intimité. Et rien de tout cela n'est véritable, vérifiable, puisque la relation n'a jamais atteint le stade où ces hypothèses auraient été confrontées au réel. Et c'est là que la littérature devient particulièrement intéressante. Puisque Proust l'a compris avec une finesse extraordinaire, dans l'amour jaloux, l'absence d'information peut être beaucoup plus productive psychologiquement que la présence. Ce que l'autre fait réellement est parfois beaucoup moins important que tout ce que nous imaginons qu'il pourrait faire. Et donc le sujet amoureux
ne souffre pas seulement d'un événement, il souffre surtout de toutes les possibilités que son ignorance lui permet d'inventer. Une relation achevée, elle possède une histoire, alors qu'une relation qui n'a jamais véritablement commencé possède une infinité d'histoires possibles. Et cette différence, elle permet de comprendre pourquoi certaines personnes restent attachées pendant des années à une histoire qui, objectivement, paraît minuscule. Elles ne sont pas seulement attachées à ce qui s'est passé, elles sont surtout attachées à ce qui aurait pu se passer. Et c'est ce conditionnel qui devient l'un des principaux carburants de l'obsession. Si j'avais parlé autrement, si nous nous étions rencontrés à une autre période de notre vie, si elle n'avait pas été avec quelqu'un à ce moment-là, si j'avais eu davantage confiance en moi, si nous avions eu quelques mois supplémentaires, toutes ces hypothèses sont impossibles à réfuter précisément parce qu'elles n'ont jamais été testées. Et donc une relation réelle, elle peut très bien échouer. Or, une relation imaginaire ne peut jamais véritablement échouer puisqu'elle n'existe pas. Elle peut donc rester parfaite indéfiniment. Il faut ensuite introduire une dimension qui est quand même beaucoup moins romantique. C'est que le rejet, c'est aussi une expérience narcissique. Lorsqu'il y a quelqu'un que l'on estime à outrance qui nous rejette, on ne reçoit pas toujours simplement l'information selon laquelle cette personne ne souhaite pas de relation avec nous. C'est-à-dire que nous pouvons entendre quelque chose de beaucoup plus général. Je ne suis pas assez intéressant, pas assez séduisant, pas assez intelligent, pas assez important. Et donc le choix de l'autre devient une évaluation de notre propre valeur. Et plus nous valorisons la personne qui nous rejette, plus son jugement est susceptible de compter. Si c'est quelqu'un qui m'indiffère profondément, qui me dit qu'il me trouve pas séduisant, franchement, l'information, elle modifiera probablement pas beaucoup l'image que j'ai de moi-même. En revanche, si c'est une personne qui, que j'ai idéalisée et que j'idéalise encore, qui me rejette, là, le refus, il peut prendre une dimension beaucoup plus importante, puisque je lui attribue énormément de valeur, et son jugement acquiert lui aussi de la valeur. Et donc, à partir de ce moment, le désir, il peut progressivement changer d'objet. Au début, je voulais cette personne parce qu'elle me plaisait. Après le rejet, je peux commencer à vouloir surtout qu'elle me choisisse. Et c'est plus la même chose. La première proposition signifie « j'aimerais partager quelque chose avec toi ». La seconde, ça signifie « j'ai besoin que tu révises le jugement que tu as porté sur moi ». C'est pourquoi le scénario du retour possède une telle puissance dans l'imaginaire amoureux. Quelqu'un nous a rejetés, puis revient plusieurs mois ou plusieurs années plus tard en nous disant qu'il s'est trompé. Psychologiquement, cette scène ne signifie pas seulement que la relation devient enfin possible. Elle signifie que le verdict initial est annulé. C'est-à-dire que la personne qui nous avait symboliquement diminué vient reconnaître qu'elle avait mal évalué notre valeur. On comprend alors pourquoi il arrive qu'une personne poursuive quelqu'un pendant très longtemps et constate, lorsqu'elle obtient enfin ce qu'elle souhaitait, que son désir diminue presque immédiatement. Ce qui alimentait en réalité la poursuite, c'était peut-être pas uniquement la relation elle-même, c'était la nécessité de transformer un refus en validation. Et la conquête terminée, le problème psychologique qui entretenait le désir disparaît avec elle. Et c'est à partir de là qu'on peut faire la distinction entre vouloir quelqu'un et vouloir être choisi. Cette distinction, en réalité, elle permet d'éclairer énormément de situations amoureuses. On va supposer qu'une personne très compatible avec nous manifeste clairement son intérêt. Elle est dispo, elle est agréable, fiable et sincèrement attirée. Et en parallèle de cette personne très compatible, on a une autre personne qui nous plaît, mais qui nous donne le sentiment qu'il faut crapahuter, qu'il faut gagner son attention, se montrer suffisamment séduisant, intéressant ou même exceptionnel pour mériter une place particulière. Eh bien, il est tout à fait possible que la seconde mobilise davantage notre attention que la première. Alors, ça ne signifie pas du tout que nous serions plus heureux avec elle.
Puisque d'un côté, nous avons la personne disponible, elle peut nous offrir une relation, alors que la personne inaccessible propose une épreuve, de manière implicite, mais une épreuve quand même. Et réussir une épreuve, ça produit un sentiment de valeur que une simple acceptation ne procure pas toujours. C'est la même chose, imaginons je vais dire une connerie, pour un jeu. Si je vous dis, jouez avec moi pour gagner 20 euros. Et si vous gagnez au jeu et vous gagnez 20 euros, ça va pas être la même chose que si je vous avais filé 20 balles, dans la rue, tiens, 20 euros, voilà. Vous apprécierez beaucoup plus les 20 euros en ayant un petit peu sué, en ayant joué avec cet esprit du gain et du travail et de l'accroche, plutôt que si je vous avais donné tranquillement, que vous avez accepté ce billet de 20 euros sans rien faire. Le problème, il commence lorsque l'amour devient un examen permanent de notre propre désirabilité. Parce qu'on ne cherche pas uniquement quelqu'un avec qui construire une relation. On recherche quelqu'un dont le choix prouverait quelque chose sur nous. Et c'est assez évident dans certains fantasmes postérieurs au rejet, puisqu'une personne rejetée peut imaginer pendant des années devenir plus belle, plus riche, plus reconnue ou plus accomplie, et recroiser un jour celui ou celle qu'il avait rejeté afin de provoquer son regret. Et ce fantasme, il mérite d'être analysé froidement, parce que l'objectif principal n'est pas nécessairement de reconstruire la relation, ça consiste à produire chez l'autre une pensée « j'ai fait une erreur ». Et donc le sujet ne demande plus à être aimé, il demande à être regretté. Et la distinction, elle est considérable, puisque le désir amoureux s'est transformé en recherche de réparation narcissique. À partir de maintenant, nous allons pouvoir évoquer René Girard au travers du désir rival, c'est-à-dire que on a cette transformation qui devient encore plus intéressante lorsqu'il y a un troisième individu qui apparaît. Et donc là, on a René Girard qui offre une grille de lecture particulièrement féconde. Girard, il remet en cause l'idée selon laquelle le désir serait simplement une relation entre un sujet et un objet. Nous aimons croire que nous désirons quelque chose uniquement en raison des qualités intrinsèques de cette chose. Pourtant, selon Girard, nos désirs sont souvent médiatisés par le désir des autres. Un autre individu nous indique par son propre intérêt ce qui mérite d'être désiré. Et donc, appliqué à l'amour, le mécanisme devient immédiatement reconnaissable. Une personne nous plaît, nous apprenons ensuite qu'elle est également désirée par quelqu'un d'autre, ou qu'elle nous a rejeté au profit de quelqu'un, et donc ces qualités n'ont objectivement pas changé. Pourtant, quelque chose peut se produire dans notre perception. Et donc le rival confirme la valeur de l'objet. Et surtout, une nouvelle question apparaît, pourquoi lui et pas moi ? La souffrance du rejet se combine à celle de la comparaison. On ne fait plus seulement face à une perte, on fait face à une hiérarchie implicite. Quelqu'un a été choisi à notre place. On commence donc à se comparer. Est-ce qu'il est plus séduisant ? Est-ce qu'il est plus intelligent, plus drôle, plus stable ? Est-il plus riche que moi, plus confiant ? Est-ce qu'il a quelque chose au niveau de la possession ? Possède-t-il donc quelque chose que je n'ai pas ? Et à partir de ce moment, le rival, il peut devenir presque aussi important que la personne désirée. Et Girard, il décrit précisément cette transformation du modèle en obstacle. Celui qu'on observe devient celui que l'on veut dépasser. Et la rivalité finit parfois par absorber l'objet initial au point que les deux rivaux semblent beaucoup plus préoccupés l'un par l'autre que par la personne qu'ils disent aimer. Et c'est là encore une façon de comprendre pourquoi le rejet peut intensifier le désir. Le sujet ne poursuit plus simplement une relation, mais il poursuit également une victoire symbolique. Et cette formule, pourquoi lui et pas moi, elle contient déjà presque toute cette dynamique. Puisqu'il y a cette idée de compétition qui remplace l'amour. Lorsqu'un rival entre dans la relation, il est possible que l'objet amoureux serve progressivement de moyen pour régler une question qui ne concerne plus réellement l'amour. Être choisi, ça signifie gagner. Être rejeté, ça signifie perdre. Donc,
À partir de ce moment-là, la relation devient une compétition dont le partenaire constitue symboliquement le trophée. C'est évidemment une caricature, lorsque le mécanisme est poussé à son extrême, mais ce sont des formes beaucoup plus discrètes, quelque part, dans la relation ordinaire. Il y a quelqu'un qui peut découvrir une jalousie intense au moment précis où son ancien partenaire rencontre quelqu'un d'autre. Alors même que, il ne souhaitait pas réellement reprendre la relation avant cette information. Qu'est-ce qui a changé? L'ancien partenaire est exactement le même. Les raisons qui avaient conduit à la rupture sont exactement les mêmes. Rien de concret ne justifie nécessairement le retour du désir. Ni l'un ni l'autre ne souhaite revenir. Ce qui est apparu, en fait, c'est un autre désir. Quelqu'un d'autre trouve désormais précieux ce que nous avions laissé partir. Et cette nouvelle valeur sociale, ça peut réactiver notre propre intérêt. Et donc on comprend mieux, dans cette perspective, certaines scènes presque absurdes de la vie sentimentale. Une personne ne veut plus de son partenaire, mais ce dernier supporte quand même très mal que celui-ci devienne désirable pour quelqu'un d'autre. En plus, cette personne, elle nous le dit, elle le sait, elle ne souhaite même pas forcément récupérer cette personne pour de nouveau revivre avec elle. Sa difficulté, c'est de supporter l'idée qu'un autre puisse occuper une place qui fut autrefois la sienne. Le désir, la possession, le narcissisme et la rivalité, ça devient alors impossible à distinguer. Il y a également Freud qui fournit une autre manière de poser le problème. Alors, je vais évidemment rappeler qu'on change ici de registre, puisque la psychanalyse n'offre pas du tout le même type de validation expérimentale que la psychologie contemporaine. Mais ça constitue une grille interprétative qui permet d'interroger les significations que nous attribuons à nos comportements. La notion de blessure narcissique, elle est particulièrement utile pour comprendre le rejet amoureux. Notre relation aux autres contribue à la représentation que nous avons nous-mêmes. Être désiré par quelqu'un que nous admirons peut confirmer une image valorisante de soi. Et être rejeté peut au contraire l'ébranler. Donc, le rejet ne signifie pas seulement la perte d'un objet amoureux. Ça peut devenir une atteinte à l'image, à notre image, donc l'image que le sujet s'était construite de lui-même. Et il y a donc une tentation très forte à partir de là qui existe, c'est réparer cette image par l'intermédiaire de la personne même qui l'a blessée. C'est presque comme si l'autre détenait désormais la clé du problème. Puisqu'il m'a fait douter de ma valeur, je lui demande de restaurer cette valeur en me choisissant finalement. Et c'est évidemment une erreur importante, puisqu'elle donne à quelqu'un d'autre un pouvoir psychologique immense. Celui de décider si nous pouvons enfin nous considérer comme suffisamment désirables. Et donc la répétition constitue chez Freud une question intéressante. Certaines personnes semblent reproduire constamment des scénarios comparables. Elles sont attirées par des partenaires indisponibles, perdent leur intérêt lorsque quelqu'un devient accessible et souffrent intensément dès que l'autre s'éloigne. On peut évidemment invoquer de nombreuses explications et ce serait absurde de ramener automatiquement ce comportement à ça vient de l'enfance et à une cause infantile unique ou multiple. Mais la question psychanalytique conserve sa pertinence. Pourquoi retrouvons-nous parfois avec une remarquable constance les situations qui nous font souffrir? Il arrive que ce que nous appelons notre type amoureux ressemble étrangement à une répétition de la même difficulté. Après Freud, et surtout après Girard et après Freud, je vais vous parler de Lacan, Jacques Lacan. Avec Jacques Lacan, le problème devient plus philosophique encore. Le désir humain n'est pas simplement la réponse à un besoin. Il se structure autour d'un manque et de notre rapport à l'autre.
L'objet désiré, il a une puissance particulière tant qu'il reste chargé de ce que nous imaginons qu'il pourrait nous apporter. L'objet obtenu perd nécessairement une partie de cette puissance parce qu'il devient réel. Donc, dit comme ça peut paraître abstrait, mais en réalité c'est extrêmement banal. On désire, je prends un exemple à la con, pendant des mois un objet matériel, un voyage, une promotion. Bon. Tant qu'on ne l'a pas, on lui attribue une capacité absolument presque magique, je dirais, qui va modifier notre existence. Et puis on l'obtient. Donc la satisfaction, elle existe, qui peut parfois être très, très intense, mais elle finit par diminuer, ça dure pas longtemps. L'objet qui devait nous transformer devient une partie normale de notre quotidien. Et donc les relations humaines ne sont évidemment pas réductibles à la consommation d'un objet, mais le désir quand même, il peut connaître une dynamique comparable, puisque tant que quelqu'un reste inaccessible, il peut représenter énormément de choses. Une vie différente, une reconnaissance, un idéal, peut-être même par moments une version supérieure de nous-mêmes. Et puis lorsque cette personne devient réellement disponible, elle cesse progressivement de représenter toutes ses possibilités pour devenir un être humain concret. Et l'être humain concret, il peut jamais rivaliser avec le fantasme. Donc il arrive qu'on ne désire pas seulement la personne absente, mais la structure de l'absence elle-même. Ce qui entretenait notre désir était précisément l'impossibilité d'en finir avec lui. Souvenez-vous, il y a quelques jours, quelques semaines même, j'ai profité de l'œuvre Nuit blanche de Dostoïevski pour vous parler de la limérance au travers du personnage du rêveur. Eh bien, ça va être l'occasion de revenir sur ce sujet. Puisque tout ce phénomène que l'on voit là rejoint cette limérance, qui a été inventée par Dorothy Tennov, qui est utilisée pour décrire une forme particulièrement intense de préoccupation amoureuse dans laquelle il y a un besoin de réciprocité absolument central. Bon, encore une fois, ce mot n'est absolument pas un diagnostic psychiatrique officiel, mais c'est le mot qui est utilisé aujourd'hui assez largement pour désigner cette expérience que beaucoup de personnes connaissent, mais qui n'est pas encore véritablement théorisée ni officialisée en psychiatrie. Donc pour l'instant, c'est le mot qui correspond à ça, donc c'est pour cette raison que je l'utilise. C'est l'impossibilité de cesser de penser à quelqu'un tant que subsiste la question de savoir si cette personne pourrait éventuellement nous aimer. C'est pour cette raison que j'ai parlé de limérance, terme qui n'existait pas encore à l'heure où Dostoïevski a écrit La vie du rêveur dans Belle Noche, donc Les Nuits blanches. Mais quand on le lit, et j'avais connaissance de la limérance avant de lire Dostoïevski, du moins ce livre. Et ça m'a frappé assez rapidement de voir finalement que ce personnage qui a toujours été amoureux de Nastenka depuis le premier soir est resté seul jusqu'au bout de sa vie, à se morfondre dans l'alcool et à penser tous les jours à Nastenka. En fait, ce qui entretient cet état de limérance, c'est pas nécessairement la relation réelle, c'est précisément l'absence de réponse définitive qui entretient la limérance. Le sujet limérant, on va l'appeler comme ça, il peut analyser le moindre signe favorable comme la preuve que quelque chose reste possible, et le moindre signe négatif comme un événement qu'il faut expliquer. Un sourire, peut-être que il se passe quelque chose. Un message tardif, peut-être que il se passe quelque chose. Un silence, c'est dire,
non, c'est pas bon, il se passe quelque chose, ça marche pas. Et donc en fait, l'autre, au fur et à mesure, cesse progressivement d'être une personne pour devenir un système de signes à interpréter. Et on a cette hyper-interprétation qui entretient elle-même la présence mentale de l'objet. Donc c'est une boucle. Plus je cherche à savoir ce que l'autre pense de moi, plus je pense à lui. Plus je pense à lui, plus il devient important. Et plus il est important, plus son jugement compte. Et plus son jugement compte, plus j'ai besoin de savoir ce qu'il pense de moi. Et donc l'obsession s'auto-alimente indéfiniment. Et donc après tout ça, la question qu'on peut se poser, c'est mais attends, mais pourquoi une relation quasi inexistante peut laisser une trace immense? C'est assez souvent incompréhensible de l'extérieur, parce que une personne peut très bien souffrir davantage d'une relation de quelques jours, quelques semaines dans une vie, que d'une relation de plusieurs années. Ça paraît absurde si on mesure uniquement la profondeur d'une histoire à sa durée. Mais il n'y a pas de chronologie, de chronos dans l'esprit. C'est-à-dire que notre esprit, il ne fonctionne pas du tout comme un compteur chronologique. Une relation longue, par exemple, peut être douloureuse tout en étant parfaitement compréhensible. Les deux personnes, ils savent ce qui n'a pas fonctionné. Elles ont vécu ensemble les différentes incompatibilités, les disputes, les frustrations, mais la relation, elle a une histoire complète. Un début, une moitié, une fin. Alors qu'une relation très courte, elle peut au contraire rester entièrement ouverte. Pourquoi ça s'est-il arrêté? Que se serait-il arrivé, que se serait-il passé si nous avions continué? Est-ce que l'autre ressentait réellement quelque chose? Avait-il peur? Avait-elle peur? Était-ce simplement le mauvais moment? Et puis il y a des questions sans réponse. Plus l'esprit, d'ailleurs, c'est-à-dire, moins il y a de réponses aux questions qu'on se pose, et bien plus l'esprit possède de manières pour continuer à travailler. Et surtout, il reste toujours possible de croire que l'histoire aurait été magnifique, parce que le réel, finalement, n'a jamais eu l'occasion de démontrer le contraire. Donc évidemment, tous les individus ne réagissent pas de la même manière au rejet. Nous avons des travaux contemporains sur l'attachement qui permettent d'éclairer une partie de ces différences. Nous avons certaines personnes qui présentent davantage d'anxiété relationnelle et qui sont particulièrement sensibles aux signes de distance, de désengagement, d'abandon. Et donc effectivement, dans cette configuration, l'éloignement du partenaire, ça provoque non pas forcément une diminution de l'investissement, mais plutôt une augmentation des comportements visant à restaurer la proximité. Et le problème, c'est presque physiologique dans l'expérience subjective. L'individu ne ressent pas simplement de la tristesse, mais il éprouve une nécessité de rétablir la relation afin de retrouver un état d'équilibre. Et ça explique pourquoi donner à quelqu'un davantage d'attention n'est pas toujours ce qui augmente le plus son investissement. Chez une personne qui est particulièrement anxieuse, l'attention stable apaise parfois le système, alors que l'incertitude, au contraire, ça l'active. Et l'activation peut être confondue avec la passion. Et là, c'est un problème très important dans notre conception romantique de l'amour, car nous avons culturellement tendance à valoriser les états émotionnels extrêmement intenses. On interprète l'obsession, la jalousie, l'insomnie et la souffrance comme des signes de profondeur. Plus je souffre, plus j'aime. Mais cette équation, elle est psychologiquement douteuse. La souffrance, ça nous renseigne sur notre état psychologique. Mais ça ne nous indique pas du tout la qualité de la relation. On peut être obsédé par quelqu'un avec qui l'on aurait été profondément malheureux. Et l'on peut aimer profondément quelqu'un sans passer ses nuits à vérifier son téléphone. Et c'est là probablement l'une des distinctions les plus utiles à retenir. Nous confondons constamment l'intensité avec la profondeur. Ce sont deux concepts qui n'ont rien à voir. Une relation instable, elle peut produire évidemment des émotions extrêmement fortes. La peur, l'euphorie, le manque, la jalousie, le soulagement.
Et chaque rapprochement paraît extraordinaire parce qu'il intervient après une période de doute. Chaque éloignement devient dramatique parce que ça menace la relation. Et une relation stable, il y a quand même moins de montagnes russes émotionnelles. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins profond, c'est moins anxiogène. Et malheureusement, dans notre culture amoureuse, elle a longtemps associé l'amour véritable au bouleversement. Et donc les grandes histoires, soi-disant, sont celles qui font souffrir, qui empêchent de dormir, qui conduisent les personnages au bord de la folie. Tristan et Iseult, Werther, Anna Karénine, Swann, tous les personnages de Dostoïevski. La littérature occidentale possède une immense tradition de l'amour comme dérèglement. Mais vivre une passion romanesque et construire une relation heureuse sont deux objectifs extrêmement différents. La personne qui provoque en nous les sensations les plus fortes n'est pas nécessairement celle qui nous convient le mieux. Alors oui, cette proposition est évidemment décevante parce que ça détruit une partie du romantisme du rejet. Et parfois, ce que nous avons appris pour la preuve d'un amour exceptionnel était peut-être surtout la conséquence d'une situation exceptionnellement incertaine. On va faire une expérience de pensée. Ça nous est tous arrivé, J'imagine que depuis tout à l'heure, vous avez une personne en tête. Moi, j'en ai une, parce que de toute façon, cette personne qui est dans ma tête depuis 10 ans, tout ce que je vous raconte là, ça s'est passé uniquement avec elle. Le rejet, le désir, la limérance, l'obsession, l'idéalisation, tout ce qui entoure Girard, le rival, la compétition. Tout ça, je l'ai vécu uniquement avec une seule femme il y a 10 ans. Donc évidemment que quand je vous parle de tout ça depuis tout à l'heure, je l'ai évidemment en tête. Donc cette expérience de pensée, que j'ai faite moi-même depuis des années, ce sera l'occasion de la faire également pour vous. Donc j'imagine que depuis tout à l'heure, évidemment, vous avez quelqu'un en tête. S'il n'y en a pas, c'est très bien, mais je pense qu'il y a une bonne majorité de l'auditoire qui aura quand même une personne en tête. Imaginez que cette personne qui vous a rejeté revienne demain. Elle vous explique qu'elle s'est trompée, qu'elle vous aime, qu'elle souhaite construire exactement la relation que vous vouliez et qu'il n'existe désormais plus aucun obstacle. Il n'y a plus de rival, il n'y a plus d'incertitude, plus de conquête, plus besoin de prouver quoi que ce soit. Que reste-t-il ? Si cette perspective vous procure surtout le désir de vivre réellement avec cette personne, de connaître son quotidien, d'accepter ses défauts, de construire une relation concrète, alors si c'est ça, il existe probablement derrière l'obsession un désir relationnel authentique. Et c'est très beau. Mais, à contrario, si une partie de l'excitation disparaît dès que la conquête est terminée, dans ce cas-là, il faut envisager que le manque lui-même participait fortement au désir. Alors c'est pas un test scientifique, mais c'est quand même une excellente question à se poser. Est-ce que je veux cette personne ou est-ce que je veux gagner ? Désormais, deuxième expérience de pensée. On va imaginer quelque chose de complètement différent. Vous apprenez, je sais pas moi, de différentes manières, que ce soit, vous l'apprenez, je sais pas moi, parce qu'elle a fait un tweet, ou parce que vous avez vu un truc qu'elle a posté sur internet, ou sa meilleure amie qui a dit que, j'en sais rien, mais du moins vous apprenez avec certitude, là pour le coup c'est une certitude absolue, c'est pas des on-dit, c'est elle qui le dit, vous apprenez avec une certitude absolue que cette personne regrette profondément de vous avoir rejeté. Elle regrette, elle pense encore à vous, elle considère qu'elle a commis une erreur et elle estime que vous représentiez une possibilité amoureuse exceptionnelle. Mais il est absolument impossible que vous soyez ensemble. Est-ce que cette information vous procurerait malgré tout une satisfaction ?
Probablement, chez beaucoup de gens. Et c'est fascinant parce que aucun élément relationnel concret n'a changé. Vous ne vivrez pas ensemble. Vous ne partagerez aucun quotidien. Vous n'obtenez aucune relation. Vous obtenez la reconnaissance. La personne qui avait dit non admet symboliquement qu'elle aurait dû dire oui. Et rien que ce oui, même s'il ne se passe rien, ça suffit parfois à apaiser une partie de la blessure. Et donc ce simple scénario et cet exercice de pensée, cette expérience de pensée, montre à quel point le désir amoureux peut être traversé par le besoin de reconnaissance narcissique. Alors pourquoi voulons-nous ceux qui nous rejettent ? Il n'existe aucune réponse unique. Dans certains cas, nous aimons simplement quelqu'un qui ne nous aime pas, et le rejet ne fait qu'ajouter de la douleur à un sentiment qui existait déjà. Il serait évidemment absurde de transformer toute passion non réciproque en pathologie, c'est pas le cas pour tout. Mais nous avons remarqué que dans d'autres situations, il y a plusieurs mécanismes qui viennent s'additionner. L'incertitude, on l'a vu, augmente la tension. L'absence, elle favorise l'idéalisation. L'histoire inachevée, ça permet de maintenir ouvert des possibilités imaginaires. Le rejet, ça blesse l'estime de soi. Et la reconquête promet de réparer cette blessure. Il y a l'idée d'existence d'un rival qui transforme le désir en comparaison. Et certaines formes d'attachement favorisent la rumination et la recherche de proximité. Et le manque lui-même peut maintenir la puissance fantasmatique de l'objet. Et donc à la fin, c'est extrêmement difficile de savoir quelle part de notre souffrance porte réellement sur la personne. C'est pourquoi cette question « est-ce que je l'aime encore ?» c'est pas toujours la plus intéressante. La meilleure question, ce serait « qu'est-ce que j'attends exactement de son retour ? Est-ce que je veux réellement vivre avec cette personne telle qu'elle est aujourd'hui ?» Peut-être, en tout cas c'est mon cas, puisque si cette vidéo existe, c'est parce que c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Tout ce dont je vous parle là sont des exercices et des questions que je me suis posées sur un cas concret qui m'est arrivé et qui m'arrive depuis 10 ans aujourd'hui. Certains d'entre vous sont au courant de par certaines proximités, d'autres non. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que c'est une personne que j'ai rencontrée il y a une dizaine d'années. C'était déjà assez ambigu, puisqu'elle avait déjà quelqu'un à l'époque, mais il y avait cette ambiguïté qui faisait que, bon, c'est pas trop... C'était tout frais en plus avec l'autre garçon, donc bon... Je dis garçon parce qu'on avait 18 ans, 18, 19 à l'époque, on était tout jeunes. C'était vachement ambigu. Du jour au lendemain, elle est partie. J'ai eu le droit à un « t'en vaut pas la peine, salut ». Je n'ai jamais su pourquoi elle était partie. Jamais. Jamais. Ou grand jamais. Toutes ces questions-là, je me suis dit pourquoi elle est partie, pourquoi d'un coup elle est vachement ambiguë, pourquoi au début elle était vachement proche et là d'un coup, bon elle est là mais elle est pas tellement là, elle est indifférente, elle me parle plus, elle est distante, puis elle revient, puis elle repart. Je dis bizarre, bon. Et puis toutes ces questions-là font qu'on perd rapidement la tête. Donc je suis passé par justement l'incertitude, je dis qu'est-ce qui se passe machin, donc vérifier, regarder, mais qu'est-ce qui se pose des questions à l'entourage, t'as dit un truc, qu'est-ce qui se passe, voilà. L'absence où une fois qu'elle est partie, dans les premiers jours j'étais allez bon débarras et ça a duré 2 semaines et après 2 semaines je me suis dit wow, machin, donc idéalisation. Plus les années ont passé, plus je me suis demandé, tiens, là je suis à tel endroit, elle est pas là, c'est con, et puis je m'imagine avec elle à cet endroit-là, ce qu'on aurait pu dire, ce qu'on aurait pu faire, etc.
Et puis me dire également, il faut que je fasse en sorte de retrouver la reconnaissance, faire en sorte de lui faire remarquer qu'elle s'est trompée. Donc je me suis imaginé plein de trucs. Tiens, si un jour j'arrive à tel endroit avec, je sais pas, telle bagnole, elle va se dire, j'ai raté quelque chose. Voilà. Bon, bref, vous comprenez un peu le délire. Donc tout ce que je vous raconte là, ce sont des choses que j'ai étudiées, travaillées et que je me suis posé à moi-même. Et c'est pour ça qu'en général, les vidéos que je fais, ce sont des vidéos sur lesquelles j'ai déjà travaillé par rapport à moi depuis une dizaine d'années. Et donc, sur tous ces sujets, j'ai fait pas mal d'expériences. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que ces questions sont vachement importantes en réalité. Et c'est pour ça que je reviens sur cette question. Est-ce que je veux réellement vivre avec cette personne telle qu'elle est aujourd'hui ? Moi, quand je me suis posé cette question, je me suis dit, mais quelle est cette personne aujourd'hui ? Il y a 10 ans, on ne s'est pas vu. Je sais intrinsèquement que j'ai changé. J'imagine qu'elle aussi. Peut-être que demain, si je la rencontre, je me rends compte qu'elle ne correspond plus du tout à la personnalité que j'avais rencontrée, et peut-être que physiquement elle a changé. Il y a des gens qui changent. Elle a peut-être perdu 50 kilos, elle en a peut-être pris 120, c'est rien. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que je veux réellement vivre avec cette personne telle qu'elle est aujourd'hui ? Posez-vous la question. Est-ce que je souhaite simplement retrouver ce que j'ai perdu ? Est-ce que j'espère obtenir enfin une explication ? Ça, ce sont des questions que je vous pose parce que je me les suis moi-même posées. C'est vachement intéressant, je trouve, dans ce genre de cursus. Est-ce que j'ai besoin qu'elle reconnaisse ma valeur ? Est-ce que je voudrais qu'elle regrette ? Est-ce que je cherche à battre un rival ? Ou est-ce que j'essaye depuis des années de donner une fin satisfaisante à une histoire qui n'en a jamais eu ? Ces questions peuvent évidemment recevoir des réponses absolument très différentes. Et donc ces questions, elles peuvent révéler quelque chose de plus général sur le désir humain, puisque nous sommes beaucoup moins transparents à nous-mêmes que nous aimons le croire. On peut poursuivre une personne en croyant poursuivre l'amour, alors qu'en fait on poursuit une réparation, un statut, une victoire, une version imaginaire de notre propre existence. Par exemple, pour revenir là-dessus, cette fille, elle était très belle, j'imagine qu'elle l'est toujours. Elle devait avoir 18-19 ans, un truc comme ça. Elle est arrivée pile au moment où je commençais les études, je sors du cocon familial, nouveau groupe, nouveaux potes, nouvelle ville, les études, la bagnole, liberté, compagnie, bref. Alors que moi, je suis plutôt un petit peu le vilain petit canard depuis le collège-lycée, où on avait un petit groupe tout seul, mais j'étais pas du tout populaire, je plaisais pas du tout aux nanas, j'étais pas du tout dans ce délire-là, bon bref. Et il y a cette nana, je faisais une soirée, machin, enfin bref, en campagne, etc., à l'époque dans la région où j'habitais. Et il y a une petite soirée sympa avec une dizaine de personnes, puis elle était là, je la connaissais pas, la première fois que je la vois, et puis je discute, on se présente, machin, bon, bref. Et je me rends compte que, assez rapidement, d'une minute, un quart d'heure après, elle vient s'asseoir à côté de moi au coin du feu. Puis elle a passé toute la soirée à côté de moi, au coin du feu. On a même fini par dormir ensemble, etc., dans la tente. Donc j'ai vécu toute une première expérience de positif et négatif avec elle. En fait, elle m'a tout appris, sur le plan psychologique, les premiers amours, les machins, les premiers émois, les trucs, j'ai tout vécu. Et donc, cette personne, de très jolie, était en réalité désirée par je ne sais combien de types de mecs. C'est la première fois que j'ai vu, à chaque fois qu'elle montait dans ma bagnole pour qu'on fasse des sorties, des trucs, des machins, elle avait déjà quelqu'un. Mais outre ça, elle recevait inlassablement un nombre de textos, de messages, de gars différents. Je me suis dit, mais putain. Moi, je reçois 2 messages par jour, je me dis, tiens, une grosse journée. À 18 ans, elle dit, tiens, grosse journée.
Elle, c'était ting, 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 ting. Et puis, il y avait le Messenger ouvert avec cinq personnes différentes. Je dis, wow, là, je rentre dans une compétition assez incroyable, quoi. Donc, il y avait en plus cet esprit de compétition, et puis même de revanche sur mon propre passé. Ayant été harcelé, machin, un peu mouton noir, ou bon, j'intéresse personne. Je me dis, tiens, j'intéresse cette nana-là, avec qui il y a une proximité, alors que il y a tout un panel de types, dans une partie de ceux qui se font de ma gueule, hein, d'ailleurs, hein, qui voulaient être avec elle, et elle était avec moi. Donc il y avait cette forme de rivalité et oui, reprise du passé, quoi. Donc il y avait aussi cette forme de compétition et de rattraper le passé. Regardez, moi, le mec dont tout le monde se foutait, aujourd'hui, je suis avec celle que vous voulez tous, là. Ça paraît con, mais c'est vrai. Tout ce que je vous ai raconté là, ce sont des choses que j'ai vécues. Et bon, quelque part, malheureusement pour moi, ça a été plein pot avec une seule personne. Donc j'ai ramassé d'un coup, si vous voulez. Donc, pour conclure, le rejet amoureux, il possède une étrange capacité à transformer son objet. Avant le refus, on peut désirer quelqu'un. Après le refus, ce désir peut se charger de beaucoup d'autres choses. On l'a vu, l'incertitude, le manque, l'ego, la rivalité, la nostalgie. C'est important la nostalgie. Sur les années, les machins, les trucs. On peut idéaliser la personne comme objet, mais c'est surtout tout ce qui entoure cette personne comme objet. Moi, c'était mon cas. Moi, je me rappelle des soirées, le groupe de potes qu'on avait, l'insouciance de la jeunesse, voilà. Donc, il y a cette idéalisation de l'objet, mais également une forme de mélancolie, de nostalgie au travers de cette période autour de cette personne. Il y a également l'histoire inachevée, ça on l'a vu, et la nécessité de restaurer une image de soi fragilisée. Là encore. C'est-à-dire que quand elle s'est barrée, je me suis dit, là c'est mal barré parce que j'étais déjà pas grand-chose dans les yeux des gens avant. Elle est arrivée, je me suis senti pousser des ailes, quoi. C'était tout de suite, regardez, hein, vous qui vous foutiez de ma gueule, là, regardez. Et puis quand elle s'est barrée, je me suis dit, bon, allez, hop, table rase, on oublie, machin. Et c'est une partie des raisons, d'ailleurs, pourquoi j'ai quitté la région dans laquelle j'étais depuis ma naissance, et que je suis depuis une dizaine d'années en région parisienne, entre autres. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais ça fait partie du panel. Et donc, c'est probablement pourquoi certaines personnes demeurent absolument présentes dans notre esprit, bien au-delà de ce que la réalité de la relation semblerait justifier. On croit parfois que la durée de notre obsession démontre la singularité de la personne. En réalité, cette durée peut aussi révéler la singularité du mécanisme psychologique qui s'est construit autour d'elle. Et donc, une personne peut devenir irremplaçable, moins parce qu'elle était objectivement irremplaçable que parce qu'elle est devenue le symbole d'une question finalement jamais résolue. Et c'est là, peut-être, que se trouve la distinction fondamentale entre aimer quelqu'un et avoir besoin d'être aimé par lui. Aimer quelqu'un, ça consiste à vouloir rencontrer une personne réelle, avec ses défauts, ses limites, les contradictions, et tout ce que le quotidien va révéler nécessairement d'imparfait. Avoir besoin d'être aimé par quelqu'un consiste parfois à demander à cette personne de résoudre quelque chose en nous. Confirmer notre valeur, annuler une humiliation, corriger le passé. C'est pour ça que je vous parlais de ça, vous parlez de moi, corriger le passé. Donner une conclusion satisfaisante à une histoire restée ouverte. Et lorsqu'on comprend cette différence, eh ben, le rejet, il cesse d'être seulement une énigme amoureuse. Ça devient une question philosophique beaucoup plus vaste sur notre rapport au désir, à l'autre et à nous-mêmes. Finalement, lorsqu'on souffre de ne pas être choisi, on ne cherche pas toujours seulement à savoir pourquoi l'autre ne nous aime pas.
je m'en suis rendu compte, en réalité, on cherche aussi à comprendre pourquoi son amour nous paraît tellement nécessaire pour continuer à nous aimer nous-mêmes. Encore une fois, j'espère que cette vidéo, cette capsule de psychologie amoureuse vous aura plu. Si ça vous parle, ça vous touche, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Si, évidemment, vous ne souhaitez pas en parler, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez peut-être lâcher un petit pouce bleu ou ce que vous voulez, partager la vidéo, etc. Abonnez-vous si vous êtes tombé sur cette vidéo qui vous a plu. Il y a tout un panel de vidéos sur l'économie, la psychologie, la philosophie, des textes de lecture. Voilà, vous trouverez tout un tas de choses sur cette chaîne, des critiques d'actualité, voilà, à votre guise. Donc voilà, n'hésitez pas à traîner sur cette chaîne pour y découvrir d'autres vidéos, tout un panel de thèmes qui pourraient, voilà, évoquer en vous quelque chose, hein, qui peut, voilà. Donc merci à vous encore une fois d'avoir suivi cette vidéo.